Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Avant de commencer, j'aimerais quand même te féliciter, Thierry, et féliciter Laura pour cette... Enfin, vous n'avez pas encore vu le film, moi j'ai eu la chance de le découvrir cet été. Il est superbe, c'est une réussite absolue. On va déjà en discuter un peu, puisque Thierry a osé le regarder aussi, et ça ne l'a apparemment pas traumatisé. Donc félicitations à vous deux. Pour ceux qui, enfin un film qui pour moi est beaucoup plus qu'un documentaire, c'est un véritable, enfin une création visuelle qui en quelque sorte pour moi fait déjà partie de ton œuvre, d'une façon ou d'une autre, on va en discuter certainement. Mais les organisateurs m'avaient bien précisé qu'il fallait qu'on discute aussi non seulement du film, mais des rapports entre la bande dessinée comme, disons, média et les autres médias qui s'ouvrent de plus en plus à cet art-là. Et commençons peut-être par la question qui s'impose. Qu'est-ce que tu as pensé après avoir visionné le film de la façon dont Laura a transposé et en quelque sorte recréé ton travail de dessinateur? Ton travail de dessinateur d'une part et d'auteur de bande dessinée d'autre part, puisque je pense qu'il faut faire une distinction entre les deux. J'étais assez étonné de voir que les images passent bien à la télévision, enfin à l'écran. C'est pas du tout évident d'arriver à faire fonctionner des images fixes dans l'espace d'un film. Et la façon dont elle a filmé les images, dont elle a fait se succéder les images, la façon dont le texte vient avec les images, je trouve que, enfin oui, j'étais assez convaincu de ça. Je trouvais d'ailleurs que c'était plus intéressant de voir les images que de m'entendre parler. Je trouvais que les images étaient plus fortes que ce que je disais, mais ça c'est sans doute aussi parce que c'est toujours très bizarre de se voir parler à l'écran. C'est de la fausse modestie, enfin. Non, enfin oui. Mais donc j'étais content de voir que finalement ces images à l'écran arriver à restituer une atmosphère, une ambiance, des sensations, un effet que j'ai essayé de faire quand je les ai faits. Et malgré le fait aussi qu'on en avait finalement une très petite partie, quoi. C'est ça. Et non seulement une très petite partie, mais ce qu'on voit à l'écran, c'est toujours des images, disons, seules. Jamais des images telles qu'elles apparaissent dans une page de bande dessinée. Est-ce que c'est une décision de Laura de les montrer de cette façon-là, essentiellement? Oui, je crois qu'il y a quand même quelques moments où on aperçoit que c'est des pages de bande dessinée, oui, sur une ou deux pages. Après, effectivement, je pense qu'on rentre et qu'on circule dans les images. Moi, je ne suis pas du tout intervenu là-dessus, donc je pense que ça, c'est vraiment le regard de Laura sur mon travail et la façon dont le film en est une vraie lecture, finalement. Oui. Et le spectateur... Ça m'a paru une intervention très heureuse, en ce sens que ça fait ressortir pour bizarre que cela paraisse, les qualités, la densité, la matérialité picturale de ton travail. Oui, il passe tout aussi bien à l'écran que dans une page de bande dessinée. Oui, presque mieux. Mais bon, l'écran, c'est toujours aussi... ça peut être assez flatteur, oui, je pense. Ok. Laura joue aussi de façon extrêmement judicieuse et habile avec, disons, la temporalité des images. Et elle arrive à insuffler un certain rythme grâce à des superpositions et tout cela. Là aussi, c'était pas toi qui as... Non, moi j'ai rien... Tu n'as rien fait. Tu as subi... Subi non, mais... je suis heureux d'avoir prêté mes images à ce jeu-là et je suis surtout étonné de voir que ça fonctionne en image fixe sur un écran. J'aurais pas parié ça. Ouais. Okay. Là aussi, je pense que tu sous-estimes un peu, disons, la plasticité de tes images et des dessins. Non, c'est pas ça, mais c'est que j'ai travaillé quand même pas mal pour l'écran. J'ai fait des films d'animation. C'est un très très long boulot de faire des films d'animation pour arriver à faire bouger, pour essayer d'arriver à tenir une image dessinée sur un écran. Et finalement, on voit qu'avec des images fixes, on peut y arriver aussi. C'est pas mal. Oui, mais sans doute avec autant d'efforts que lorsqu'on doit les dessiner. Oui, mais c'est pas moi qui l'ai fait. Oui, bien entendu.
comme je le disais tout à l'heure, pour moi, ce film fait déjà partie de ton œuvre. Et inversement, ton œuvre fait partie de, disons, de l'œuvre en devenir de Laura Petitjean. Tu as déjà travaillé, tu l'as dit aussi, pour d'autres médias. Tu as travaillé notamment pour la scène. Mhm. Et évidemment, la question qu'on ne peut plus éviter aujourd'hui est celle de l'avenir du livre. Dans un sens, enfin, tu ne t'éloignes pas du livre, tu continues à en publier dans le cadre du framework et tout cela. J'espère qu'on aura l'occasion d'en reparler. Comment est-ce que tu vois, dans le cas de la bande dessinée, l'avenir du livre? Puisque pas mal de gens dans le milieu de la bande dessinée semblent assez confiants dans l'avenir de l'objet livre, alors que dans d'autres secteurs de l'édition, le livre paraît menacé. Oui, je crois que en ce qui concerne l'image et le livre d'image, on est encore à l'abri, peut-être pendant un petit moment, de la numérisation. En tout cas, nous, on essaye vraiment de travailler pour le livre et d'affirmer la spécificité de l'objet imprimé sur papier, donc vraiment de faire un travail qui va dans ce sens-là, avec un soin particulier sur la photogravure, l'impression et toutes on va dire les constituants physiques de l'objet livre. Et je suis pas non plus je suis pas que pour le livre, je suis pas un fétichiste du livre, mais maintenant c'est vrai que quand j'achète un livre, j'ai besoin qu'il soit de grande qualité, sinon je vais chercher l'info sur Internet comme tout le monde, quoi. Donc j'ai l'impression qu'effectivement on a besoin que les spécificités aujourd'hui d'objets soient renforcées, qu'il y ait que ça fasse partie du travail et de l'auteur et de l'éditeur d'arriver à accoucher d'objets vraiment particuliers. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce qui me botte là-dedans. Mais après, je pense que les auteurs d'aujourd'hui ne travaillent plus uniquement non plus par rapport à la publication papier, et on peut travailler pour l'écran ou pour l'animation, ou pour plein d'autres choses. Comment est-ce que tu vas évoluer ton propre travail? Oui, bon, je continue. Je dois dire que le socle ou le centre, ça reste la bande dessinée. J'ai un travail de fond et de longue haleine en bande dessinée, avec des projets qui prennent. La bande dessinée sous forme de livre. Oui. Oui, pour le moment, oui. Donc, je fais un travail presque comme de romancier, de faire un très très long récit assez complexe. Et ça me prend une énergie, énormément d'énergie, mais sur très longtemps, entrecoupé de plein d'autres projets. Ce projet central, c'est de la bande dessinée pour moi. Et c'est vraiment là que se situe mon travail le plus personnel. Et cette bande dessinée, je la fais en peinture, parce que c'est là que je me sens pour le moment le plus à l'aise. Ce qui veut dire que je fais aussi à côté de la peinture, qui n'est pas forcément de la bande dessinée, mais qui, d'une certaine façon, on va y revenir aussi. Qu'on voit dans le film aussi. Ouais. Où je fais de l'animation, du cinéma d'animation, que je fais aussi en peinture, parce que c'est quand même dans cette technique-là que je me sens le plus à l'aise. Et donc, finalement, tout s'entremêle, tout s'entremêle, si ce n'est la technique, qui reste plus ou moins la même de peinture. Enfin, quoique maintenant, je travaille autre aussi. Le titre du film, c'est Corps perdu. Mm-hmm. Et c'est un titre qui est très bien choisi, puisqu'il désigne d'une part, disons, le motif central de ton travail, donc la représentation du corps, et d'autre part, à travers l'adjectif perdu, le titre fait allusion ou disons pointe vers en quelque sorte le travail sur le corps, en quelque sorte la dégradation, la destruction, la lacération du corps, qui est très manifeste dans ton travail à toi. Mais est-ce que tu pourrais expliquer un peu comment tu passes en tant qu'auteur de bande dessinée, disons de cet intérêt pictural pour l'objet corps, quand tu passes de cela au récit proprement dit?
ça m'a toujours beaucoup intrigué. Comment tu arrives à faire à réconcilier, disons, ton intérêt pour un motif qui en soi n'a rien de narratif et les véritables histoires que tu construis dans tes livres. Ouais, c'est une question compliquée. C'est chaque fois des raisons différentes. C'est vrai que ça tourne quand même beaucoup autour du corps. C'est quand même central puisqu'on est quand même chacun tous dans un corps. Et ça m'intéresse. Et bon, quand on fait un récit, on travaille pour les autres. L'autre, c'est aussi un corps. Donc, enfin, je sais pas, moi, c'est devenu... Je me pose pas trop la question, mais c'est vrai que c'est ce qui m'intéresse le plus, c'est ce que j'aime représenter. Et cette idée de l'enveloppe charnelle et de la personne, de l'âme qui est à l'intérieur. Et j'y reviens toujours, mais je n'ai pas décidé un jour j'allais travailler sur le corps, par exemple. C'est un peu obsessionnel ou c'est un peu juste évident pour moi. Je ne me pose pas de questions par rapport à ça. Si ce n'est que chaque fois, je pense qu'à chaque fois, un rapport au corps et à la présence corporelle qui est différent. Par exemple, dans le premier livre, Gloria Lopez, c'est quand même, il y a cette question de la présence du narrateur qui est là, mais qui semble quand même avoir une perception très altérée de la réalité. On sait pas. Il y a une perception dont on vient nous-mêmes à douter de la véracité sur la fin. Donc c'est toute une question sur qui raconte, il nous raconte quelque chose, mais quel est le rapport au réel qui est en jeu. Donc il est question d'un personnage. Ce personnage, on pense qu'il est mort, on ne sait pas très bien. Donc pour moi, c'était vraiment une question plus de perception. Et finalement, dans La Petite Main, il est aussi question c'est une question de perception aussi, parce qu'on a aussi de nouveau un narrateur qui est enfermé dans un hôtel, qui est dans un état mental de fatigue extrême et aussi on pense que, enfin, on sait pas, il a pris des substances, il n'est pas tout à fait, on peut jamais faire confiance en fait au narrateur. Je pense qu'il y a vraiment cette question là, et donc c'est finalement cette question de perception, ça revient à une question d'incarnation, c'est quelqu'un qui le narrateur est toujours un peu mal incarné parce qu'il a une perception troublée, et donc je pense que c'est par cette question sur la perception que je questionne le corps finalement. Quel est le rôle joué par, disons, le fait divers ou les faits divers dans les histoires que tu racontes? On a l'impression que souvent que tu te laisses quand même fortement inspiré par, disons, les faits divers sordides qu'on trouve, qu'on entend à la radio, qu'on voit à la télé, qu'on lit dans les journaux. Est-ce que c'est ça qui déclenche, disons, le mécanisme narratif, ou est-ce que c'est des choses qui renforcent une dynamique qui est lancée par le travail visuel sur le corps même? C'est plusieurs choses. En général, j'aime bien m'inscrire dans une histoire que je pense mais les lecteurs connaissent déjà, et donc ne pas avoir à raconter quelque chose par lesquels les gens vont être étonnés au niveau du sujet, mais plus déjà entrer dans un univers balisé et essayer d'en retourner la vision ou l'angle ou le regard. Et donc effectivement, dans Gloria Lopez, c'est vraiment une histoire qui est très très cliché, ou qui est une adaptation très libre de Justine ou Les Infortunes de la Vertu du Marquis de Sade, qui est un livre qui a un fonctionnement extrêmement simple et mécanique, c'est-à-dire qu'on a un personnage qui est une jeune fille vertueuse auquel il va arriver des choses systématiquement de plus en plus horribles et irrémédiablement. Donc on sait bien depuis le début que ça va commencer d'une certaine façon et ça ne va faire que s'empirer pour aller à la fin auquel on ne peut échapper. Donc j'aime bien un schéma comme ça où il n'y a pas d'étonnement ou de surprise dans la mise en scène, et essayer dans l'histoire. Déjà, quand on très très vite, on sait quelle est l'histoire quand on est dans le livre, et c'est plutôt de comment on tourne autour de cette histoire que se trouve l'enjeu. Et donc, dans La Petite Main, c'est plutôt
au départ, je voulais travailler sur la figure de l'ogre, plutôt à travers la figure de Gilles de Ré, qui était quand même un des grands meurtriers de l'histoire. Donc tout le monde connaît un peu la légende, et puis le mettre en, en parallèle ou en confrontation avec effectivement les ogres d'aujourd'hui dont on parle dans les faits divers et qui ont quand même été fortement secoué la Belgique il y a une quinzaine d'années, quoi. Dans une de tes réponses, tu faisais une opposition assez nette entre le corps et l'âme. Il y a très peu de gens qui utilisent le mot âme aujourd'hui. Et dans le film, tu sembles aussi t'excuser, disons, de la dureté de ton travail ou de l'impression de dureté que pourrait donner le film, qui bien entendu ne représente qu'une partie de ton travail. Il y a aussi des parties plus ensoleillées, plus douces finalement. Quand est-ce que tu vis toi-même cette tension? Je ne sais pas si je voulais m'excuser de ça, mais non, je ne sais pas. Effectivement, c'est quand c'est deux histoires qui sont importantes dans mon travail. Il y en a une, bon, Gloria Lopez, c'est un livre qui est fini, qui est sorti quand même en 2002, donc c'est quand même assez ancien. Le livre est assez bien marché, il a été épuisé, on ne le trouve pas. Et bon, La Petite Main, c'est un récit sur lequel je travaille depuis une dizaine d'années, qui n'est pas du tout fini. Et qui est pas prêt de sortir, qui est pas prêt de sortir. Donc j'ai l'impression que pour moi c'est encore aussi une partie de mon travail qui est pas très connue ou pas très visible et qui est effectivement la plus dure ou la plus douloureuse. Et c'est assez curieux parce qu'à côté de ça, effectivement, pour le moment, j'ai un travail qui est plus léger, puisque depuis maintenant 5-6 ans, avec le Frémoc, on a une collaboration avec un centre de création pour artistes mentalement déficients, et que on a commencé à faire de la bande dessinée avec des artistes de ce centre, et ça a été une grande déflagration dans notre pratique. Ça nous a permis de trouver une liberté de travail, une désinvolture par rapport à la bande dessinée beaucoup plus grande, mais c'est tout à fait autre chose. Finalement, ça continue aussi. Parce que quand je dis ça, je me rends compte aussi que même ce que je fais là, par exemple, cette question du corps, cette question de la perception, ça reste ça le moteur, sauf que là, pour le moment, je travaille avec un artiste trisomique, Marcel Schmitz, qui fait une maquette de ville qui s'appelle Franc Disco, et je travaille sur sa présence, de nouveau, dans sa ville, mais c'est les mêmes questions, en fait, finalement. Oui. Le travail auquel tu fais allusion, donc autour de l'AS à Vielsalm, est-ce que c'est un travail qui s'intéresse, je dirais en termes des résultats finaux, qui s'intéresse au même public que le public du Frémoc en général, ou est-ce que vous visez un public particulier? Non, c'est vraiment l'idée que ça s'adresse au même public et que ça puisse être lisible pour des lecteurs du même type que ceux qu'on vise habituellement. C'est-à-dire qu'on ne vise pas de lecteurs, on a juste une certaine confiance dans la capacité des gens à prendre des responsabilités dans la lecture des livres, et donc on fait des choses qui sont un petit peu parfois difficiles, quoi. Mais sinon on pense pas vraiment au public, on essaie de faire des livres les plus forts possibles. Une conception assez romantique de la création artistique. Sans doute. Ouais. Le Frémoc n'a jamais dû faire de concessions À quel niveau? Disons pour toucher un public plus large et respirer un peu plus librement en termes financiers. C'est pas vraiment comme ça qu'on l'a conçu. En fait, on a un peu conçu le Frémoc dans l'autre sens, comme un outil qui nous permettrait de pouvoir faire les livres qu'on voulait et comme on voulait. Et donc c'est quand même c'est une association, c'est une ASBL, quoi. Donc c'est quand même plus une association sans but lucratif, comme ça se dit. C'est quand même il y a quand même un objectif un peu
idéologique, ou idéaliste, plutôt utopique derrière cette structure. Et donc, c'est quand même l'envie de faire avant tout émerger ou publier des œuvres, des livres qu'on pense qui vont amener quelque chose au genre et transformer le médium de la bande dessinée. Après, ça, effectivement, financièrement, ça a toujours été très très dur. Bon, maintenant qu'on existe depuis 20 ans, on a quand même des soutiens institutionnels un peu plus sérieux. Mais c'est une structure où tout le monde est bénévole depuis 20 ans et où dès que ça ne va pas, on courbe le dos, on attend que ça passe et puis quand on peut repartir, connaît ce genre de structure. Voilà, on redémarre. Ouais. On a l'avantage et les inconvénients. Enfin, quelque part, c'est les mêmes choses qui nous avantagent, qui nous handicapent. C'est-à-dire que comme on n'a pas de salariés, on ne sait pas travailler de façon toujours avec l'énergie qui est nécessaire, mais l'avantage, c'est que comme on n'a pas de salariés, quand il y a des problèmes on n'a pas beaucoup de frais fixes. Et donc, quand ça ne va pas, on attend que les quelques livres qui se vendent un peu pour remplir les caisses et on peut repartir. Donc, on est un peu increvable à ce niveau-là. Mais dans l'autre sens, on ne va pas faire des concessions parce que sinon, ça n'aurait pas de sens. Si on doit faire des concessions, on va les faire ailleurs. Mais c'est une zone où on s'est construit une zone où il n'y a pas vraiment besoin de faire de concessions. Par ailleurs, on aime aussi des choses qui marchent. On a quand même maintenant quelques livres qui marchent, qui font du bien à la trésorerie. C'est quand même cool quand l'argent rentre. Oui, et tout, puisque vous publiez Kamagurka. Ouais, voilà. Quelle est actuellement l'aire qui est couverte par le framework? Vous vendez dans toute l'Europe ou on est distribué convenablement et diffusé convenablement en France. Puisque le catalogue est quand même éminemment européen. Oui. Énormément traduit aussi? Non. Non, il n'est pas fort traduit. Nous, on traduit un peu des auteurs. C'est ça. Ah oui, nous, on traduit. Vous avez beaucoup traduit. Oui, on a traduit surtout des auteurs finlandais, allemands, espagnols, italiens. Mais on est surtout on est présent de façon très organisée en France et en Belgique parce qu'on est distribué par la Sodis, c'est comme le gros distributeur. Et après, c'est une filiale de Gallimard, donc c'est disponible un peu partout en Europe sur commande. Et puis on a des contacts aux États-Unis ou dans quelques endroits comme ça où un jour on a envoyé une palette aux États-Unis, donc il y a encore des livres qui traînent là-bas et puis ça se fait un peu. Sans aucun doute, ils ouais. sont. Non, ils sont dans de bonnes mains. Inspectés dans les caves de la CIA, sans aucun doute. Et en ce qui concerne tu as dit que le framework est un groupe, une association, une structure de bénévoles. Qu'en est-il de l'aspect collaboratif du framework et comment est-ce que cet aspect collaboratif se retrouve dans ton travail à toi? Puisqu'il y a des échanges qui se font dans tous les sens. Du coup, le framework, c'est quand même une entité où pour le moment, il n'y a plus que des gens bénévoles. Au départ, c'était pour faire une très très brève histoire, il y a eu deux structures. Une structure à Paris qui s'appelait Amok et une structure plus précisément même à Montreuil, et puis une structure à Bruxelles qui s'appelait Fréon, avec plus ou moins la même vision de la bande dessinée, l'envie de vraiment faire une bande dessinée d'auteur et politique et esthétique, et avec le goût qui publiait déjà pas mal d'auteurs en commun, dans les auteurs belges, français et puis les étrangers. Et finalement, on s'est... Oui, avec aussi, à ce moment-là, c'était encore une époque plus glorieuse où l'argent était plus facile à trouver. On avait chacun des avantages différents et complémentaires, ce qui fait qu'à Paris, il y avait des emplois aidés pour les jeunes, et ce qui n'existait pas en Belgique, où il y avait des aides structurelles ou des aides à la publication. Et on s'est dit, si on fait une transnationale en fusionnant, on va pouvoir profiter des deux avantages. Voilà. Et aussi, surtout, c'est parce qu'on s'entendait bien, ça permettait de réduire les frais
des trucs plutôt désagréables, comme la coordination, la comptabilité, tous ces trucs-là. Donc au départ, c'était vraiment une fusion un peu pratique. Enfin, vous avez beaucoup publié aussi Alex Barbier. Ouais. J'imagine que le travail de Barbier a laissé des traces dans ton travail à toi aussi. Oui, à fond. Oui, pour moi, c'est un des auteurs c'est vraiment un des auteurs qui ont amené la bande dessinée dans le champ, on va dire. Est-ce que c'est pas du tout la même génération Non, commencé dans le fin 70 dans Charlie. Donc c'est le premier à avoir amené vraiment l'image, la peinture, une représentation avec les moyens de la peinture dans la bande dessinée, en utilisant on va dire des fonctions picturales pour faire avancer le récit de façon très très narrative, comme le flou, l'abstraction, la matérialité. Et associé à ça, c'est le fait qu'au niveau de la structure et des récits, il a complètement détruit le feuilletonisme habituel à la bande dessinée. On se retrouve avec une narration beaucoup plus proche de William Burroughs ou du nouveau roman, ou de choses beaucoup plus éclatées. Et ça, pour moi, ça a été vraiment un choc de voir comment on pouvait aussi s'emparer de ce qui se faisait ailleurs, des avancées en fait faites par les autres médiums pour le ramener dans la bande dessinée et essayer de trouver une façon plus singulière de raconter. Et la présence de Barbier dans le catalogue Frémaux était d'autant plus courageux que ça coïncidait plus ou moins avec l'affaire Dutroux. Ah, j'ai jamais vu ça comme ça. Jamais eu d'ennui Non. Ben, ce qu'on a publié en premier d'Alex Barbier, c'est Lettre au maire de V. C'est pas... Je veux dire, quand même pas à mettre entre toutes les mains. Oui, mais comme on ne s'étonne pas d'avoir ce genre d'effet ou de sujet ou de manière de traitement dans la littérature ou dans au cinéma. Parfois en bande dessinée, on est un peu... ça semble beaucoup plus difficile à accepter. C'est quelque chose qui me laisse perplexe. Mais bon, c'est vrai que Barbier, on n'a jamais eu d'ennui. Je ne vois pas pourquoi. Je trouve qu'il n'y a pas non plus de raison d'en avoir. Sauf que la prochaine bande dessinée qu'on va publier de lui, là, il va très très fort. Mais non, je ne sais plus ce que je vais dire. Mais ouais, la question portait sur l'impact ou l'influence de Barbier sur ton travail. Tu as changé ta manière après l'arrivée de Barbier ou est-ce que tu as dû maîtriser déjà complètement ton style à toi, qui est parfaitement Non, je ne maîtrisais rien du tout encore. Parce que Barbier, il est arrivé chez nous, ça devait être en 94 ou en 95. Moi, j'avais déjà commencé, je pense. J'avais déjà commencé Gloria Lopez, mais ça a renforcé mes convictions, on va dire. Avant ça, il y a eu d'autres chocs déterminants, comme Matotti ou Bazooka ou Raoul. C'est une somme, mais je pense que Barbier, par rapport au sujet, évidemment, j'ai trouvé tout de suite une proximité, parce qu'il est aussi, évidemment, question du corps, et aussi question de la perception, parce que c'est quand même un des seuls auteurs, en tout cas, qui le fait avec brio, c'est d'utiliser la première personne en bande dessinée et la vision subjective. C'est très très rare en bande dessinée. Voilà, donc il y a effectivement une proximité est-ce que le fait d'enseigner là, puisque tu enseignes aussi à l'ERG, est-ce que à Saint-Luc, est-ce que le fait d'enseigner a changé ton approche de la bande dessinée aussi, tant en termes stylistiques qu'en termes narratifs? J'imagine que ça fait de moi quelqu'un de plus réfléchi et sans doute de moins spontané, je sais pas. Je sais pas. Enfin, j'espère que non, et quand je dessine, j'essaie d'éloigner le prof de la table, quoi. Est-ce que tes étudiants, par exemple, commentent ton travail ou est-ce qu'on n'en parle pas? On n'en parle pas.
Non, il n'ose pas. Ça reste... Ouais. Je sais pas, il faut pas tout mélanger, quoi. Ouais. Je suis pas là pour leur apprendre à quelque chose que je fais moi. On est là pour parler de bande Enfin, dessinée. ils te lisent, ils te... C'est possible. Enfin, il faut ils vont voir sur Wikipédia, ils Google sans doute. Ouais. Oui, ok. On peut admirer là quelques-unes de tes planches, quelques-uns de tes travaux. Combien de temps est-ce qu'il te faut pour terminer une planche? Ça dépend vraiment des planches. Il y a des planches qui peuvent être faites en une journée. Il y a des planches où il faut 3-4 jours. Et puis, ça dépend de ce que ça veut dire, en fait, faire une planche, parce qu'il y a toute l'étape du découpage qui peut prendre... qui va très vite, en fait, quand on l'a fait, mais qui, moi, me demande quand même, avant de les faire, quand même une longue réflexion, de lire des livres, puis il faut aller faire des photos, il faut trouver des documents. Donc vraiment faire en fait c'est le plus agréable, quoi, faire la page quand on est prêt et on sait ce qu'on va dessiner, et puis et puis le plus cool c'est de peindre, en fait. Ça, c'est facile, enfin c'est facile, parfois c'est dur, mais Et on voit aussi dans le voilà, film que c'est très dur, enfin que c'est ça avance, une sorte de labeur aussi. Hein. Ce qui est plus difficilement quantifiable, c'est tout le travail qui vient avant et qui fait qu'on est prêt à un moment à passer sur les planches, et qu'une idée... Je trouve que le film montre admirablement le côté physique du dessin et de la peinture. Oui. Enfin, vous allez voir cela. Parce que je respire fort quand je dessine. Pas uniquement, mais enfin, on entend... Enfin, c'est vraiment comme si on était présent et qu'on passait par la même expérience corporelle que toi au moment de la production du dessin. On voit aussi le modèle, enfin le contact avec le modèle. C'est à la fois très discret mais très présent. Est-ce que cela joue un rôle important dans ton travail? Donc la présence du modèle, ou est-ce que tu travailles essentiellement d'après photo? Non, je ne travaille pas du tout essentiellement d'après photo. Je travaille d'après photo quand je fais de la BD et quand j'ai pas d'autres solutions. Mais je travaille aussi pas mal d'après modèle, mais pas pour la BD par exemple, parce que c'est quand même c'est trop compliqué. J'ai pas encore trouvé. Enfin, si, j'ai un projet, en fait, qui est un projet de peinture dont on voit quelques peintures qui sont dans ma cage d'escalier, puisqu'on rentre chez moi dans le film. Et ça, c'est toutes des choses que j'ai fait d'après modèle, d'après objet, et qui en fait sont au final destinées à quand même devenir une sorte de bande dessinée, mais c'est encore un projet complètement différent. Donc j'ai l'habitude de travailler d'après modèle, et je travaille d'après modèle très régulièrement. Là, pour le moment, je suis aussi en train d'essayer de faire un film avec des modèles. Donc c'est quelque chose qui est un peu au centre de ma pratique, dans le sens où c'est une sorte de nourriture, comment on va dire, c'est un centre de travail, quoi. Disait qu'on est là avec le modèle, on est dans un rapport, on est soit devant quelqu'un d'autre, on se met à dessiner, on se pose des questions, mais il n'y a pas justement toute cette même préparation dont je parle pour arriver à faire une planche de bande dessinée. Il y a cette immédiateté par rapport au sujet qui est assez simple et forte finalement. Donc ça, oui, c'est quelque chose que j'essaie de pratiquer le plus régulièrement possible. Le film de Laura fait beaucoup plus que présenter, disons, une sorte d'instantané de ton travail. C'est vraiment une sorte d'anthologie filmée qui est présentée. J'imagine que la seule existence de ce film et la façon dont ce film représente une certaine façon dont on travaille, que ça aura aussi une influence sur la suite de tes travaux. Tu ne pourras pas continuer comme avant. Non ? Ça m'étonnerait beaucoup. Il faut que tu apprennes quelque chose de ce documentaire. Oui. Il me semble. On verra bien. Ça, je sais pas. Moi, je continue de toute façon. Enfin, voilà. Oui. Je dois déjà terminer cette bande dessinée là. J'étais bloqué très longtemps dessus. Maintenant, je réussis à repartir. Donc, j'espère que ça va pas complètement me rebloquer. Sinon, voilà. Non, on est très curieux de voir la suite du travail, enfin de connaître la suite
de ton travail, de découvrir, disons, dans pas trop de temps, le nouveau film de Laura, en collaboration avec Thierry Orgelin, qui est quelque part dans la salle aussi. On ne va pas abuser davantage de la patience du public qui doit être... Ah non, surtout qu'après, je suis dans le film aussi. Voilà. Et même massivement présent. Mais pas derrière la caméra, uniquement devant la caméra, mais aussi par dessin, tableau et corps interposé. Et voilà, bon film et merci de votre attention. Merci.